j'ai rédigé. C'est toujours un grand moment de parler de ce sujet, la protection sociale, et d'essayer, au-delà de la complexité de ce sujet, d'essayer de permettre, de donner des clés de compréhension de la dimension strictement politique autour de la protection sociale. Car pour ceux et celles qui ont vu le film La sociale de Gilles Perret, qui a été quand même un extraordinaire accélérateur de prise de conscience citoyenne autour de la sécurité sociale, le film se termine, pour ainsi dire, avec une élève qui était à l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, la même école que j'ai faite d'ailleurs, qui est une grande école nationale qui forme les directeurs de la sécurité sociale. Et cette élève, qui n'est pas forcément extrêmement représentative quand même de l'esprit général qui règne au sein de l'école, il faut le dire tout à fait honnêtement, dit une chose suivante, la chose suivante, pardon. La sécurité sociale, ce n'est pas une question technique, c'est avant tout une question politique. Et l'un des enjeux essentiels pour les citoyens, pour l'ensemble des personnes qui sont attachées à notre modèle de sécurité sociale, c'est d'arriver à comprendre que le problème de la sécurité sociale est avant tout un problème de dimension, un problème de nature politique. Et que la dimension politique a été fondamentalement occultée derrière sa dimension technique, extrêmement difficile d'accès pour le commun des mortels. Et je ne crois pas qu'il y ait un domaine du service public en France, un domaine des politiques publiques en France, qui est à ce point poussé dans sa dimension la plus paroxystique, la réduction du débat à des questions fondamentalement techniques ou financières, et ou les deux. Et ce faisant, vous imaginez bien que le ticket d'entrée pour arriver à se saisir des débats autour de la sécurité sociale est absolument considérable. Je vais vous donner quand même un exemple assez intéressant. Alors moi, je suis une sorte d'ovni dans cette histoire-là. Ma rencontre, quand j'étais adolescent, avec un certain Bernard Friot, par le hasard, fait que je tombe dans la marmite de la sécurité sociale tant petit. Je décide, à la fin de mes études à Sciences Po, alors tout le monde me regardait d'une manière assez incomprise, de travailler, de faire un mémoire sur ce sujet, puis après de passer les concours de la sécurité sociale par conviction. Je voulais être enseignant, chercheur sur le sujet de la sécurité sociale. Bon, certes, mais il y en a quelques-uns, voilà. Et je voulais, voilà, c'est pas le chemin de la trajectoire de vie que j'ai prise. J'ai pris une trajectoire de cadre dirigeant de la sécurité sociale, c'est aujourd'hui ce que j'exerce, et j'en suis très fier, avec toutes les difficultés au quotidien et les compromissions qu'il faut accepter, endosser jusqu'à un certain point, mais aussi avec beaucoup de joie. Il faut aussi le savoir, c'est une institution extrêmement importante, et je crois que, petite parenthèse, il serait bon qu'un certain nombre de militants, de syndicalistes, s'interrogent précisément sur le statut des personnes qui travaillent à la sécurité sociale, qui sont un petit peu des agents du troisième type, pas vraiment des agents de droit privé, pas vraiment des fonctionnaires, un peu des deux, mais profondément les oubliés réels des questions syndicales. Et sachez que les mouvements de réduction, d'austérité, de réduction des dépenses publiques et d'austérité sur les personnels s'appliquent avec une férocité rare quand il s'agit de la sécurité sociale. Pour une simple et bonne raison, c'est que la sécurité sociale et ses 150 000 agents, c'est quand même pas grand-chose, quand on y pense, beaucoup moins quand même que la fonction publique, gère des dépenses qui excèdent de plus de 50% les dépenses de l'État. C'est-à-dire que le premier service public est bien loin devant tous les autres, c'est la sécurité sociale. C'est considérable. Le budget de l'éducation nationale, c'est quoi? C'est 60 milliards d'euros, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. La sécurité sociale gère annuellement des dépenses qui dépassent les 400 milliards. Imaginez-vous un service public qui contribue
du premier jour de la vie d'un individu jusqu'au dernier jour de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, qui l'accompagne à toutes les étapes clés de son existence. De la maternité, la maladie, les accidents du travail, les charges de famille, la retraite, la validité, etc., 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 qui touchent donc effectivement toute la trajectoire de vie des individus, qui engagent des sommes absolument colossales, qui dépassent de très très loin l'ensemble des autres sommes du service public, être un impensé citoyen, collectif, aussi marqué. C'est quand même extraordinairement surprenant, on peut le dire. Un impensé citoyen, c'est vraiment cela. Alors, je termine ce que je voulais dire. J'enseigne également donc, à Sciences Po Strasbourg, en Master 2, des personnes qui ont quand même passé tout un cursus d'études politiques, dont on pourrait se dire quand même que l'apprentissage quand même des institutions sociales devrait faire logiquement partie du cursus. Je leur donne un cours effectivement très exigeant, en tout cas sur ce sujet, parce qu'il s'agit d'un sujet exigeant, effectivement. Nous avons affaire à des étudiants qui ont passé tout un cursus d'études politiques sans avoir entendu parler une seule minute de sécurité sociale. Comment voulez-vous, après, que les citoyens puissent décemment s'approprier les clés de compréhension des débats politiques autour de la sécurité sociale? C'était donc la vocation de cet ouvrage, d'essayer de pallier un manque, celui d'une présentation complète, globale, autour des enjeux politiques de fond, sans pour autant tomber dans les travers, je dirais, de l'ouvrage, on va dire, strictement militant, qui, malheureusement, aurait pu prêter le flanc à un certain nombre de critiques de la part, effectivement, des connaisseurs techno, on va dire, du sujet, et qui aurait pu avoir un certain nombre de limites du point de vue, effectivement, de la bonne compréhension et de la bonne présentation des enjeux techniques de cette institution, et qui, du coup, aurait été dévalorisé du point de vue strictement conceptuel. Donc, effectivement, l'ouvrage que j'ai rédigé s'appuie sur une double vocation. La première, c'est effectivement de ne laisser que très peu de place, je dirais, à la précision du point de vue, effectivement, de son mode de fonctionnement interne, mais au-delà du détail et des aspects techniques, qu'il faut bien évidemment un petit peu maîtriser quand on entre dans chacun des sujets, d'être capable de comprendre que tous les enjeux autour des réformes de la sécurité sociale sont mus par la même dynamique. Une dynamique extrêmement facile à comprendre et à appréhender. Et que derrière la complexité, pour reprendre Edgar Morin, pour un peu paraphraser, il faut être capable de sortir du détail de la tapisserie pour arriver à prendre un petit peu de recul et voir la tapisserie dans son ensemble. Et quand on commence à voir la tapisserie dans son ensemble, et arriver à comprendre les dynamiques forces qui sont à l'œuvre quand il s'agit de réformer la sécurité sociale, on arrive à comprendre précisément que nous avons affaire à un projet de société, à un projet de vie, et un affrontement d'une violence extrême entre plusieurs écoles idéologiques. Pour ainsi dire, une approche qui est fondamentalement basée sur le progrès social, le progrès humain, sur la mise en commun des forces, de la principale force motrice d'une société, à savoir le monde du travail, et d'un autre côté, l'offensive néolibérale, c'est-à-dire l'offensive du capital poussée dans sa version paroxystique, visant à dépecer la sécurité sociale de ses aspects les plus foncièrement rentables et de transformer la sécurité sociale en un vecteur de régulation sociale des travailleurs. Voilà l'enjeu. Alors, comment s'appelle... Oui, avant de dire comment s'appelle cet ouvrage, je vais vous dire quand même une chose, pour ceux qui souhaiteraient l'acheter. Il a été écrit, non par un universitaire, hein, par un professionnel, entre 21h et 2h du matin pendant un certain nombre de mois, n'est-ce pas? C'est un peu la différence qu'il y a entre les professionnels, on va dire, de l'écriture et ceux qui le font, je veux dire, sur leur temps perdu. Il a été rédigé, terminé d'être rédigé en 2014. Donc, entre 2014 et aujourd'hui, il s'est passé un certain nombre de choses.
Donc bien évidemment, cet ouvrage mérite et va donner lieu à une mise à jour. Je vais attendre quand même les premières annonces sociales de réforme de notre grand et beau président et de sa ministre de la Santé et de la Protection sociale, Agnès Buzyn, qui a quand même fait l'exploit d'avoir pour directeur de cabinet, c'est la première fois dans l'histoire, le directeur général adjoint d'Humanis, qui est un grand groupe de prévoyance paritaire, très clairement un féodé au MEDEF, première fois dans l'histoire. Donc on peut assez rapidement voir quelle est la tonalité générale des réformes qu'Emmanuel Macron souhaite mettre en œuvre dans le domaine de la sécurité sociale. Donc effectivement, cet ouvrage s'inscrit dans un contexte temporel donné, bien sûr. C'est 2014, il y a des mises à jour à faire, elles auront lieu. Néanmoins, c'est vrai que je me suis attaché, malgré tout, derrière l'aspect strictement contextuel, on va dire, temporel, à essayer d'élaborer un certain nombre d'éléments vraiment de doctrine et de compréhension générale qui, eux, restent profondément d'actualité. Et si j'ai une fierté, alors, triste fierté, c'est d'avoir été capable de voir, pour ainsi dire, 2 ans et de décrire, 2 ans avant, tout le processus, notamment qui a mené à la loi El Khomri, que vous pourrez voir, par exemple, dans le dernier chapitre de cet ouvrage. Qu'on ne réforme pas le droit de la sécurité sociale et la sécurité sociale sans tenter, parallèlement, de transformer fondamentalement l'autre pan du droit social, à savoir le droit du travail. Et que l'un et l'autre sont 2 dimensions, les 2 faces d'une même pièce. Et que le droit social est un tout. C'est le droit des travailleurs qui s'appuie sur la régulation par la loi, et non par le contrat dans l'entreprise, des conditions d'exercice du travail, mais c'est également sa prolongation. Et cela, c'est vraiment la dimension fondamentalement subversive de la sécurité sociale, sa prolongation dans le champ de la prise en charge des besoins sociaux du travailleur quand il n'est plus soumis à l'ère d'autorité de son employeur. Et cela, ça donne une dimension profondément subversive à la sécurité sociale. Et c'est cela que j'ai essayé assez modestement d'expliquer. Et j'ai essayé de trouver quelques supports pédagogiques d'éducation populaire, notamment au travers d'une innovation graphique. Pour le coup, je suis le seul à l'avoir inventé, qui permet justement de globaliser l'ensemble du champ de la réforme et d'arriver à comprendre par une approche dynamique et visuelle sur un graphique les forces qui sont à l'œuvre quand on réforme la sécurité sociale. Alors malgré ces insuffisances, malgré son caractère daté, il reste bien évidemment une base de réflexion et en tout cas de compréhension des différents enjeux autour des différentes branches de la sécurité sociale qu'il convient en tant que citoyen quand même d'avoir à l'esprit. Car il s'agit quand même d'un enjeu d'une importance politique capitale. Ceci étant dit, donc, comment appeler un ouvrage? J'ai commencé par le poncif, l'image d'Épinal, c'est-à-dire que je travaille à Épinal, donc ça tombe bien, autour de la sécurité sociale. Interroger quelqu'un dans la rue, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, quoique, vous lui dites, vous lui parlez de sécurité sociale, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Le premier mot, le premier terme qui arrive, c'est le trou de la sécu. Bien évidemment. Cela fait partie de la liturgie nationale, comme un certain nombre de fêtes, etc. Le trou de la sécu. Cette institution fondamentalement menacée. Tous les ans, on se réveille en se disant cette institution est menacée, elle ne va pas survivre, elle est menacée de déclin, etc. etc. Donc j'ai intitulé cet ouvrage pour en finir avec le trou de la sécu, à dessein. Ce qu'il faut en finir, premièrement, avec des visions complètement erronées, qui sont fondées que sur, finalement, ce que j'appellerais des marronniers journalistiques, une approche médiatique extrêmement paresseuse autour de la sécurité sociale, de la part de personnes qui ne maîtrisent absolument pas le sujet. Et je leur dis, chiche, examinons la problématique du trou de la sécu. Et finissons-en. Et ensuite, repenser la protection sociale au XXIe siècle. Car il y a une chose qui est extrêmement importante. Ici, j'imagine que nous avons affaire à un public plutôt convaincu, plutôt militant, ça semble assez évident. Mais le principal obstacle à la mobilisation,
c'est le sentiment que les choses sont perdues. C'est fini. De toute façon, on ne peut plus rien faire. Maintenant, les choses sont enclenchées, la Sécu est dans un tel état. De toute façon, est-ce qu'elle va survivre, etc. Et puis, je tiens quand même à dire que le jour où on est capable de mettre fin à 480 milliards d'euros de dépenses annuelles qui financent globalement l'activité des professions libérales de santé, de l'hôpital, qui donnent des allocations familiales, qui financent l'intégralité de la politique d'accueil du jeune enfant en France, qui gère les retraites pour plus de 13% de son PIB, qui, etc., 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 je peux vous assurer que nous avons un outil d'une puissance inégalable et inégalée. Et bien sûr, elle est menacée. Elle est menacée par une certaine orientation politique, elle est menacée par une certaine réduction d'un certain nombre de dépenses. Bien sûr, elle est menacée dans son fonctionnement. Bien sûr, elle est menacée par les prédateurs, pour reprendre le terme, de la santé, que sont notamment les complémentaires santé. Mais est-elle, au fond, menacée le jour où la sécurité sociale s'écroule? C'est toute l'économie de notre pays qui s'écroule. Donc, ayons cela en tête. Nous avons une arme qui, malgré, et c'est peut-être un bon indicateur pour s'assurer que notre institution est puissante, c'est que je ne connais pas beaucoup d'institutions qui auraient subi autant de réformes aussi violentes et qui finalement ne se portent pas si mal au total et a quand même survécu à peu près à tout cela. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'attend pas à vivre des jours relativement noirs et gris dans les prochaines semaines, mois et années. Néanmoins, je vous dirais quand même une chose, aujourd'hui, dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux, des vrais dangers, mais il faut vraiment avoir cela en tête. Quel système de santé demain, par exemple, pour ne prendre que celui-ci, sachant que la santé n'est qu'un des aspects de la sécurité sociale. Il faut bien déjà qu'on commence par comprendre ça. C'est 4 branches, la sécu. La retraite, la santé, les allocations familiales, les accidents du travail et maladies professionnelles. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les pouvoirs publics se sont attachés à saucissonner précisément les enjeux. Ils l'ont fait sciemment. De manière à ce que le citoyen lambda ne fasse pas le lien entre une réforme des retraites, qui va avoir lieu, et que j'ai décrite dès 2014, pour le coup. C'était tellement visible ce qui s'est enclenché, la retraite unique par points, je l'ai décrite. C'est le projet de retraite notionnelle qui a été mis en place, d'ailleurs, dans les pays nordiques. Je termine par cette parenthèse. Et dans le domaine de la santé, par exemple, pour revenir sur ce point, oui, il y a des vrais enjeux en termes d'accès aux soins pour tous. Il y a des vrais enjeux en termes aujourd'hui de limite à un système de médecine libérale qui aujourd'hui nous pose des véritables problèmes d'accès aux soins, des artifications médicales, dépassement d'honoraires, etc. Mais quoi qu'il en soit, penser qu'on sera capable de basculer l'intégralité des dépenses d'assurance maladie, comme le dit M. Fillon dans son programme, ou en tout cas le gros risque exclusivement sur la sécurité sociale et le petit risque sur les complémentaires santé, mais c'est tellement absurde qu'en fait, cela décrédibilisait directement celui qui les prononçait, pour une simple et bonne raison. C'est quoi 60% des dépenses de santé en France? 60%, ce sont les personnes atteintes d'affections longue durée. C'est-à-dire des personnes qui ont des maladies extrêmement bénignes, telles que le cancer, le sida, le diabète, etc. Des maladies chroniques extrêmement lourdes, des pathologies, voilà. Pensez-vous clairement, demain, que les complémentaires santé auront un intérêt à prendre en charge ces patients? Aucun. C'est ça le gros risque. C'est-à-dire en gros ce qui coûte très cher, et qui coûte très cher. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des pathologies extrêmement lourdes, fatalement. Là où l'enjeu se situe, c'est sur les personnes qui ne sont pas vraiment malades. Donc on pourrait se dire, bon, à quoi bon être à la Sécu, ce serait tellement mieux dans une complémentaire. L'enjeu se situe là. Mais vous voyez bien que déjà, ça réduit quand même le champ d'action du politique, déjà sur une approche beaucoup plus restrictive quand même des dépenses. Ce qui veut bien dire que nous avons quand même une masse qui, quand bien même la folie la plus poussée à son paroxysme néolibéral, laisserait quand même un socle, malgré tout, qui resterait quand même assez important, qui ne pourrait, en tout état de cause, n'être géré que par qui? Par la sécurité sociale.
Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Pour vous expliquer que l'argument selon lequel la sécurité sociale, de toute façon, est vouée à disparaître, c'est ontologiquement une bêtise. Parce que la sécurité sociale, sans elle, tout le système de santé s'écroule, l'intégralité de la prise en charge des soins s'écroule, et c'est un socle qui est absolument essentiel, y compris, je dis bien y compris, pour les complémentaires santé qui souhaitent prospérer justement sur le risque qui n'est pas, qui serait rentable. Or, comme vous l'avez bien compris, le petit risque censément rentable, s'il est mal pris en charge, non couvert par une prise en charge rapide, vers quoi il évolue? Vers le gros risque, fatalement. Donc cette logique de segmentation, si vous voulez, du risque santé n'a aucun sens. Alors, voilà. Le risque dentaire, par exemple, a été considéré pendant des lustres comme des soins de luxe, d'apparat, etc., etc. On se rend bien compte que le problème dentaire, aujourd'hui, c'est un problème de santé publique énorme. À tel point que même la Cour des comptes, qu'on ne peut pas qualifier de gauchiste, considère qu'aujourd'hui, nous avons un système d'accès aux soins dentaires qui est quand même proche des pays du tiers-monde. C'est la réalité. Or, c'est le point de départ quand même d'un certain nombre de foyers infectieux, etc., qui eux-mêmes peuvent évoluer vers un gros risque et qui, fatalement, à un moment donné, posent des problèmes de santé publique pour l'intégralité de la population. C'est-à-dire que penser que parce qu'on est en bonne santé, penser que parce qu'on a des revenus, etc., on peut se passer d'une forme de solidarité générale et de socialisation de la dépense sociale est en soi une absurdité complète. Voilà. Et cela, il faut qu'on ait bien ça en tête, il faut bien qu'on comprenne que cette sécurité sociale-là a une force. Et cette force, elle est simple, c'est que sans elle, tout l'édifice s'écroule. Alors c'est sûr qu'on peut reconstruire sur les ruines, mais avant de reconstruire sur les ruines, il faut voir dans quel état effectivement se trouverait le pays. Et ça, c'est un enjeu assez fort. Tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter avec le défaitisme, il faut arrêter avec le désintérêt par rapport à cette question, il faut arrêter avec le disque c'est trop tard, etc. Non, c'est absolument pas trop tard, c'est maintenant qu'il faut écrire les lignes de la protection sociale du XXIe siècle. Voilà, j'ai fait une très très longue introduction, mais qui permettra d'ouvrir justement peut-être des débats, parce que je veux laisser assez rapidement le débat. Alors, je vais vous montrer 2-3 petites choses comme ça, un petit peu pour vous donner. L'idée de cet ouvrage, c'est de donner des armes, de donner des clés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes aux prises avec quelqu'un qui tape sur la sécu bêtement, généralement en bonne santé, parce qu'on tape sur la sécu souvent quand on est en bonne santé. Quand on est moins en bonne santé, généralement on se met à aimer la sécu. C'est arrivé à Jean-Marc Sylvestre, vous vous rappelez, dans les années 2000 hein, c'était un cas chimiquement pur, si vous voulez, de conversion express, suite à un problème. Ça lui est passé. Ah oui, non, mais c'est une conversion généralement dans un temps très limité. Parce qu'après, après, il est payé pour tenir un certain nombre de discours et il redevient en bonne santé. Voilà. Mais si vous voulez, moi je voudrais vous montrer par exemple quelque chose. Voilà. Le trou de la sécu. Alors le trou de la sécu, si vous voulez, la sécu, c'est ce qui se trouve à gauche, en termes de déficit, et en termes de dette, c'est ce qui se trouve à droite. Enfin, si vous voulez, pardon. La sécurité sociale, c'est à gauche. Voilà. L'État, c'est au milieu. Et la dette, on parle de la dette de la sécu et la dette de l'État. Un petit peu pour vous dire, c'est quoi le trou de la sécu. Alors là, je me suis appuyé sur des données 2015. Donc, bon, c'est pas très très loin. On parle de trou de la sécu, donc, c'est-à-dire là, les 7,8 milliards d'euros de déficit 2016. Allez, admettons, enfin, mais pas très très loin. Un petit peu moins de 10 milliards. Les sommes, vous avez vu les sommes en jeu, c'est 480 milliards d'euros. Donc rapporter effectivement le déficit de la sécurité sociale aux sommes en jeu. Dans ces dépenses, il faut le savoir, 96% de ces dépenses, ce sont des dépenses de prestations. C'est-à-dire que sur 100 euros de sécurité sociale, entre guillemets, seuls 40 centimes, pardon, non, 4 centimes, excusez-moi. Excusez-moi, je la refais. Sur 100 euros, seuls 4 euros sont consacrés à
au fonctionnement, c'est-à-dire à mon salaire, voilà. 96% donc, de ces sommes-là, ce sont des sommes de prestations sociales. L'État, vous voyez, nous avons un déficit d'à peu près 77 milliards d'euros, alors ce sera à remettre à jour, enfin au-delà de 70 milliards, c'est-à-dire 7 fois plus, voire 10 fois plus. Pour des sommes qui sont, vous voyez, sensiblement inférieures, aux alentours de 375 milliards d'euros. Comment se fait-il que l'on parle du trou de la Sécu et non pas du trou de l'État? Comment se fait-il qu'on évoque toujours le déficit de la Sécu en milliards d'euros et le déficit de l'État en pourcent du PIB? C'est intéressant quand même, la mécanique qui est à l'œuvre. L'endettement de la sécurité sociale est aux alentours de 60 milliards d'euros, un petit peu plus, 70 milliards. L'endettement de... non, je vous dis une bêtise, c'est 200 milliards d'euros pour l'endettement de la sécurité sociale, excusez-moi, c'est la deuxième échelle à droite, voilà, parce qu'il y a deux échelles, 200 milliards d'euros. L'endettement de l'État dépasse les 2000 milliards. C'est-à-dire que la question de la dette sociale est une non-question. C'est-à-dire que, clairement, ce sont des déficits accumulés pendant un certain nombre d'années. Ça représente aujourd'hui des sommes qui ne représentent même pas la moitié des dépenses annuelles de la sécurité sociale. La sécurité sociale, je vous ferai remarquer qu'elle a été excédentaire la dernière fois en 2001, de 1999 à 2001. C'est pas si vieux. Hein. Voilà. La dernière fois que l'État a présenté des comptes équilibrés, c'est en 1974. Et Marisol Touraine, l'ex-ministre de la Santé, nous a annoncé une chose. Elle l'a clamé. Alors, est-ce que ça sera vrai? Il paraît que les estimations ne seront pas forcément aussi bonnes. Mais elle a clamé quoi? Que fin 2017, qu'allait-il se passer? L'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Ce ne sera pas tout à fait vrai. Et on peut dire que si équilibre il y a, c'est aussi parce qu'on a pris des mesures, pas forcément très très sympathiques pour tous. Néanmoins, la réalité, elle est autre. C'est qu'en période d'augmentation des salaires et de la masse salariale, les déficits de la sécurité sociale disparaissent. C'est mécanique. Quoi que vous fassiez du point de vue des dépenses, c'est mécanique. La seule et unique cause de déficit de la sécurité sociale, il n'y en a pas. La période 99-2001, on est là pour l'attester. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie était dépassé très largement. C'est-à-dire qu'on avait éclaté vraiment les plafonds de dépenses prévues dans les lois de financement de la sécurité sociale. La sécurité sociale était à l'équilibre. Ce qui veut dire que le véritable enjeu, réellement, c'est certes le chômage. Au-delà de ça, c'est l'augmentation, ou plus exactement la stagnation des salaires. L'augmentation des salaires nourrit naturellement les recettes de sécurité sociale pour la simple et bonne raison que la sécurité sociale est assise sur un mode de financement qui s'appelle la cotisation sociale et qui occupe une place centrale dans cet ouvrage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du financement de la sécurité sociale, alors question qui est effectivement assez aride à première vue, mais une question qui, pour le coup, renferme, concentre l'intégralité, finalement, du débat politique autour de la sécurité sociale. La cotisation sociale, qu'est-ce que c'est? J'ai discuté tout à l'heure avec qui? Il dit c'est un salaire différé. Je dis non, ce n'est pas un salaire différé. Sortez ce terme de salaire différé. C'est mieux qu'une charge, c'est certes, certainement. Ceux qui parlent de charge sociale, vous avez le droit, effectivement, de vous énerver. Il ne s'agit pas d'une charge. Il s'agit d'une part indirecte de notre salaire. Et non pas différée. Pourquoi? Parce que je ne mets pas ma cotisation sociale sous mon matelas et j'attends gentiment dans 40 ans de pouvoir la récupérer. Non, il s'agit d'une socialisation. C'est-à-dire que la sécurité sociale, elle ne fonctionne pas du tout comme l'État. L'État, vous savez, c'est un budget, c'est principalement des dépenses de fonctionnaires, pas que, mais beaucoup des dépenses des fonctionnaires. On a une enveloppe, on engage effectivement des dépenses de fonctionnement, etc. La sécurité sociale, c'est pas ça. C'est un flux continu d'entrée et sortie de trésorerie, à une vitesse qui est absolument prodigieuse. Et là, je peux le dire, j'ai travaillé en caisse nationale à la cause, qui gère la trésorerie de la sécurité sociale. C'est un savoir-faire technique, humain, technologique, qui est vraiment incroyable.
C'est un système en flux tendu. On a une entrée de cotisation un jour, et le lendemain, je dis bien le lendemain, il faut que ça soit le lendemain, c'est là tout le prodige. Le lendemain, ça part sous forme de prestations sociales. Et ce, sans accumulation dans le temps. C'est ça le principe, c'est que ça ne dort pas du tout sur le compte bancaire. Ça a été le cas d'ailleurs. Et les banques d'ailleurs se sont fait vraiment beaucoup d'argent, dans les années 80 en particulier, avec certains excédents qui n'étaient pas remontés immédiatement. Vous voyez bien que nous avons affaire à un flux monétaire. Quand il y a des déséquilibres de trésorerie, bien sûr, la cause est obligée d'aller sur le marché monétaire pour souscrire des emprunts de très court terme, etc. C'est ça qui peut poser problème. C'est si à un moment donné, s'il y a des charges d'intérêt, ça peut poser des problèmes si on ne retrouve pas de prêteur. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, quand la sécurité sociale emprunte sur le marché monétaire, quand la cause emprunte sur le marché monétaire, est-ce que ça lui coûte? Non, ça lui rapporte. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les taux sont négatifs. C'est-à-dire que quand la sécurité sociale emprunte à court terme, alors ça pourrait se retourner dans une situation particulière, mais quand elle emprunte à court terme, sachez-le, ça lui rapporte de l'argent. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a un problème aujourd'hui de déficit de la sécurité sociale? Dans le contexte actuel, absolument pas. Et ça, je vous mets au défi de trouver quiconque qui serait capable de vous tenir ce point. 200 millions d'euros à l'année dernière, ça rapportait à la cause que d'emprunter sur le marché financier. Tout simplement parce qu'on a envie de prêter à la cause, donc à la sécurité sociale, la banque de la Sécu. Tout simplement parce que c'est un emprunteur fiable, adossé quand même à la puissance publique. Voilà. Voilà l'enjeu de la sécurité sociale. Donc c'est un mouvement extrêmement complexe, avec des masses extrêmement lourdes. En termes d'argent, c'est des centaines de millions d'euros, des milliards d'euros par jour qui sont encaissés, décaissés, il faut bien comprendre. C'est une mécanique qui, en théorie, rend caduque toute la théorie capitaliste de l'emprunt. Nous n'avons pas affaire à une accumulation intertemporelle. C'est-à-dire qu'on ne l'emprunte pas auprès d'un épargnant, on met de notre côté, on lui verse des intérêts pour éventuellement financer un investissement de l'autre. Non, c'est du flux tendu. On ne passe pas par les marchés financiers, ou très peu, dans les marges, effectivement, de déséquilibre de trésorerie de court terme. Donc il s'agit d'une approche tout à fait nouvelle, enfin tout à fait nouvelle, tout à fait subversive finalement de création monétaire, si on va regarder d'un peu plus près. Et c'est finalement cela le véritable problème. Alors, je ne suis pas non plus en train de tenir un propos complètement génique, selon lequel ouvrez les vannes, finançons le Mediator à tout va, ne faisons pas de régulation des dépenses de santé, etc. Non, ça serait complètement irresponsable. Voilà. Ne luttons pas effectivement contre des abus, des fraudes, etc. C'est mon boulot quotidien. Mais objectivement, la fraude à la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la fraude à la sécurité sociale? C'est surtout quelque chose qu'il faut brandir face à l'opinion publique pour que l'opinion publique ait une certaine forme de croyance dans la bonne gestion. Mais ce n'est que ça. Selon les estimations, on pense que la fraude, c'est-à-dire les abus, l'accès à des droits indus, si vous voulez, avec une forme d'intentionnalité. La fraude, ça veut dire que ça implique une intentionnalité. C'est-à-dire que je fais volontairement une fausse déclaration pour toucher un RSA, pour toucher effectivement des prestations. On pense que c'est peut-être, 2 milliards d'euros. C'est toujours 2 milliards d'euros de trop. Je suis bien d'accord. Voilà. Plus de la moitié de ces éléments de fraude, 2 à 3 milliards selon les études, sachant qu'on ne sait pas ce que ça représente fatalement, puisqu'on tombe dessus que quand ça a été contrôlé. Tout ce qui n'a pas été contrôlé, on ne peut pas le chiffrer. Pensez bien. Bon, 2 milliards, c'est toujours trop, mais c'est quand même pas ça qui explique clairement les déséquilibres de la sécurité sociale. D'autant que, si on regarde de près ces fraudes aux prestations sociales, on se rend compte que la majeure partie de ces fraudes seront souvent des fraudes de survie. Là, je peux vous parler ça au quotidien. Je suis ce qu'on appelle un agent comptable, c'est-à-dire directeur des affaires financières, du contrôle interne. Mon boulot fait partie, dans mon boulot, il y a cette dimension de lutte contre la fraude et de qualification des fraudes.
C'est quoi 50% des fraudes? Ce sont des bénéficiaires du RSA, éventuellement, qui n'ont pas déclaré de vie maritale. La fraude de survie, il faut dire les choses telles quelles. Alors bien sûr, on a des fraudes aussi organisées par des professionnels de santé qui utilisent la sécurité sociale un petit peu comme accessoire à leur propre revenu, etc. Je pense que c'est des choses qu'il faut aussi admettre, mais bon, cela dit, ça représente, on va dire, 2 à 3 milliards. La véritable fraude à la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? C'est des 16 milliards, 16 à 20 milliards d'euros de travail dissimulé et de non-paiement des cotisations sociales. Il est là l'enjeu de la fraude à la sécurité. Et tout le reste, je vous le dis, ce n'est que souscrire, si vous voulez, à un discours ambiant autour de la chasse aux abus, la chasse à l'ensemble des personnes qui abusent de notre système social et qui le menacent, etc. Ce n'est simplement qu'un moyen de se rassurer collectivement quant au fait que, oui, on cible de plus en plus finement les bénéficiaires de prestations. Et je ne vous cache pas, quand même, qu'aujourd'hui, là pour le voir vraiment au quotidien, aujourd'hui les modalités de ciblage et de contrôle sont devenues assez redoutables. Tellement redoutable qu'aujourd'hui, ça relève à certains égards, souvent quand même, d'une forme de harcèlement, et de harcèlement de bénéficiaires précisément de prestations sous conditions de ressources, qui doivent faire des déclarations très régulières, et à qui on impose quand même des démarches bureaucratiques et administratives, que peu de contribuables des classes moyennes accepteraient, accessoirement. Je tiens à le dire. Voilà. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont quand même qu'il faut avoir en tête. Par contre, les 16 à 20 milliards d'euros de travail dissimulé s'ajoutent à la longue liste des recettes manquantes pour la sécurité sociale. Alors, je vous en donne 2-3 comme ça. Le déficit de la sécurité sociale. Donc on l'a dit, alors c'était en 2015, donc ça a descendu, maintenant on a 7,8 milliards. En 2017, on devrait être à quelques milliards. C'est-à-dire qu'on est dans l'épaisseur du trait, là. Pratiquement à l'équilibre. Les exonérations de cotisations patronales, là, si vous voulez, j'ai même pas mis à jour, puisqu'il y a eu des nouveautés entre-temps, un pacte de responsabilité, etc. Aujourd'hui, les exonérations de cotisations patronales, c'est 37 milliards d'euros. C'est-à-dire, vous voyez, le déficit est de 7,8, les exonérations de cotisations patronales, 37 milliards. Donc, des exonérations qui ne sont pas compensées. Alors ça, Marisol Touraine, juste avant de partir, a décidé de baisser un petit peu le nombre de cotisations, d'exonérations non compensées. Parce qu'il y a toujours des exonérations qui ne donnent pas lieu à compensation par l'État. Puisque le principe, c'est qu'on exonère les entreprises de charges pour qu'elles soient plus compétitives, mais par contre, on fait financer par la collectivité, bien évidemment, ces exonérations par ailleurs. C'est-à-dire que cet argent-là, qui relevait auparavant d'une responsabilité patronale, relève directement aujourd'hui de la contribution collective, par le biais de l'impôt et des taxes affectées. Le pacte de responsabilité, voilà, j'ai mis juste à droite, il se rajoute, si vous voulez, aux 27 milliards d'origine, donc ça fait à peu près, c'est ce qu'on a dit, 37 milliards au total. Le travail dissimulé, ça c'est un minimum, c'est les 16 milliards que j'ai trouvé. Il y a eu des ligas, ça avait pointé jusqu'à 24 milliards pour certains. Et dans le travail dissimulé, on trouve quoi effectivement? La dissimulation de salariés, mais également toute l'utilisation de travailleurs indépendants utilisés en contournement au salariat. Le travailleur a bénéficié d'un contrat de travail, d'un salaire et de cotisations sociales. Toute cette fameuse, cette fumeuse ubérisation de la société, qu'est-ce que c'est? C'est la substitution d'auto-entrepreneurs qui sont dénués d'absolument toute garantie sociale, qui se retrouvent dans une relation de contractualisation avec leurs clients, sachant qu'ils ont malgré tout un donneur d'ordre, alors que normalement, en théorie, dans le droit du travail, dès lors qu'on est soumis à un donneur d'ordre, ce qui est le cas pour les taxis Uber, parce que clairement, si Uber leur coupe le logiciel, ils n'ont plus de travail. D'accord? Donc, dans lequel cette relation de soumission à une ère d'autorité de l'employeur a été rompue, faisant en sorte que la maison mère Uber ne paye pas ses cotisations patronales qu'elle devrait payer dans le cadre d'un emploi salarié.
Voilà l'enjeu. Nous avons affaire à des travailleurs, c'est les tâcherons du XIXe siècle, qui n'ont aucune couverture pour les accidents du travail, qui n'ont pas de droit aux indemnités journalières en cas de maladie, qui n'ont pas d'assurance maladie, enfin d'assurance maternité, ils n'ouvrent pas de droit de l'assurance invalidité, ils n'ouvrent droit à rien, et en aucun cas des droits à retraite. Voilà la réalité de cette ubérisation. Donc, penser qu'on va réduire le chômage, on peut le réduire, comme on le fait dans tous les pays, comme l'Allemagne, etc. C'est vrai que nominalement, le chômage est plus faible. Qu'est-ce qu'on fait? On substitue simplement des travailleurs pauvres à des pauvres tout court. Voilà la réalité. Ce n'est qu'un maquillage statistique. Hein. La France, je voudrais remarquer quand même, comme elle a une progression démographique plus dynamique que l'Allemagne, a créé beaucoup plus d'emplois que l'Allemagne dans les 10 dernières années. Il faut arriver à méditer tout cela. On parle souvent des exonérations de cotisations sociales. On oublie souvent un autre aspect, les exemptions de cotisations sociales. 15 milliards. C'est quoi les exemptions? Vous savez, vous êtes certains encore actifs, et il y a dans l'entreprise, par exemple, une prévoyance d'entreprise, votre mutuelle d'entreprise, n'est-ce pas? Voilà, votre mutuelle, alors, généralement un groupe, si vous appartenez à un grand groupe, c'est un grand groupe paritaire, Malakoff Médéric, humaniste, qui a donné notre nouveau directeur de cabinet de la ministre, etc. Cette prévoyance d'entreprise, elle est versée par qui? Elle est versée pour moitié par l'employeur, ou plus parfois, enfin, pour moitié par le salarié. Les sommes qui sont versées par l'employeur, si c'était du salaire, elles seraient soumises à quoi? À cotisation sociale. Quand elles sont versées dans le cadre de la prévoyance, elles sont soumises à un régime social beaucoup plus avantageux. C'est le forfait social. Seulement 8% contre 40 et quelques pourcents si elles devaient être assujetties de la cotisation sociale. C'est cela qu'on appelle des exemptions. Alors, les exemptions, il y en a pour les tickets restaurants, il y en a pour effectivement la prévoyance d'entreprise, il y en a pour tous les contournements du salaire, le contournement capitalistique du salaire dans la période des yuppies des années 2000, Strauss-Kahn et compagnie, qui a inventé l'épargne salariale, les plans d'épargne retraite complémentaires, les plans d'épargne d'entreprise, les stock options, etc. Toutes ces modalités de paiement d'un salaire qui a été déguisé en versement capitalistique, avec ce mirage, comme a écrit l'un de ses premiers ouvrages, Frédéric Lordon, ce mirage de la démocratie actionnariale, on allait transformer tous les salariés en petits actionnaires de leur entreprise. Alors tout cela était absolument du flanc. Toutes ces sommes versées, qui ne sont pas soumises à cotisation sociale, ça représente effectivement une somme considérable d'exemption de cotisation patronale. Mais le plus choquant étant bien évidemment la prévoyance d'entreprise et les plans retraite d'entreprise. Pourquoi? Parce que là, clairement, il s'agit d'une subvention fiscale et sociale au secteur concurrentiel des assurances complémentaires de retraite, de prévoyance et d'assurance maladie. Il faut bien saisir les enjeux derrière tout cela. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont opéré directement les modalités d'une mise en concurrence entre l'assurance maladie et obligatoire, donc la sécurité sociale, et l'assurance maladie complémentaire. Et l'ANI, cet accord national interprofessionnel qui s'est traduit par la loi de modernisation de l'emploi de 2013, qui a imposé une généralisation dans l'entreprise, les complémentaires d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est une massification intégrale d'un mode de socialisation externe, excusez-moi du terme, c'est-à-dire d'une prise en charge par un opérateur non pas obligatoire de sécurité sociale de l'assurance maladie, par des opérateurs complémentaires, qui bénéficient au demeurant de grands avantages fiscaux et sociaux, et à qui les pouvoirs publics viennent de donner une légitimité dans la démocratie sociale, ou de ce qu'il en reste. Depuis 2004, les assurances complémentaires d'assurance maladie sont organisées au sein de ce qu'on appelle l'UNOCAM, l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie, et sont un acteur institutionnel qui est admis sur la table des négociations, notamment avec l'assurance maladie, autour notamment de la négociation des conventions avec les médecins. Et donc l'assurance complémentaire, aujourd'hui, bénéficie d'un rôle institutionnel reconnu par le pouvoir public en matière de définition du contour de notre système de santé de remboursement. Vous n'avez pas belle la vie? Donc si on prend la totalité de l'évasion sociale légale et illégale,
travail dissimulé, vous voyez aujourd'hui que nous arrivons pas loin, nous arrivons à presque 60 milliards d'euros aujourd'hui de recettes potentielles. Alors sans faire le grand soir, sans même parler de la répartition des salaires de la valeur ajoutée, sans même parler de cela, vous voyez que sans même dire on va supprimer l'intégralité de ces dispositifs, etc. Vous voyez comme la marge de manœuvre potentielle aujourd'hui en matière de dépenses sociales, ne serait-ce que pour déjà combler effectivement ce déficit qui n'est qu'un artifice et qui, pour paraphraser l'ouvrage de Duval, qui est tout simplement le mythe du trou de la Sécu. Voilà, c'est un mythe. Le trou de la Sécu est un mythe. Je vous ai donné un certain nombre d'éléments de discussion. Je vais terminer sur un point, cette cotisation sociale. Cette cotisation sociale, elle a un rôle essentiel. Ce n'est pas qu'un véhicule de financement, ce n'est pas qu'un mode de financement technique qu'on pourrait remplacer comme ça par l'impôt, ça serait la même chose, etc. CSG, sécurité sociale, c'est la même chose. Non, pas du tout. Moi, je suis un ardent défenseur de la sécurité sociale et je m'inscris là clairement dans une filiation friotiste sur cette approche-là, parce que Bernard Friot a été le premier quand même à vraiment démontrer, notamment dans Puissance du salariat, toute la puissance subversive de la cotisation sociale. Et cette cotisation sociale, c'est précisément à la fois le mode de financement, mais à la fois le point de départ de la légitimité démocratique des représentants des travailleurs et la clé, la légitimité démocratique, je termine ma phrase, du rôle politique des représentants des travailleurs au sein des organismes de sécurité sociale. Voilà, je vais m'expliquer. La cotisation sociale, c'est une part de notre salaire, ça je l'ai dit tout à l'heure. C'est une part indirecte qui va financer, dans un cadre de flux tendu, effectivement, des prestations sociales, dans un cadre, je dirais, de flux tendu, c'est-à-dire sans recours à l'épargne, sans accumulation intertemporelle. Ça, je l'ai dit. Mais plus encore, c'est la cotisation sociale qui était à la base du rêve d'Ambroise Croizat. Car en faisant reposer la sécurité sociale sur un mode de financement privé, et non pas public, non pas l'impôt, qu'est-ce qu'il faisait? Il opérait de facto une séparation entre guillemets de l'Église et de l'État, c'est-à-dire de la sécurité sociale et de l'État. C'est-à-dire qu'il faisait en sorte que la sécurité sociale soit un service public autonome et indépendant de l'État, ce qui est son cas. Ce qui explique en particulier que bien que je sois agréé par le ministère de la Santé, j'exerce mes fonctions non pas avec le statut de fonctionnaire, par exemple. Et que nous avons affaire à des institutions de droit privé. Le rêve d'Ambroise Croizat était précisément, par le biais de cette cotisation sociale, de donner ceux qui étaient à l'origine du financement de la sécurité sociale, donc employeurs et surtout salariés, les clés d'une expression politique. Où ça? Dans les conseils d'administration de la sécurité sociale, qui devait être le lieu d'expression de cette nouvelle dimension de la démocratie qui devait être la démocratie sociale. Cette démocratie sociale qui, clairement, a fait l'objet d'une remise en cause extrêmement lourde dès les années 60, la réforme Jeannet de 1967, etc., qui s'est traduite notamment par la mise en place du paritarisme, qui a consisté à faire quoi? À donner finalement au patronat les clés de la gouvernance, par le biais de jeux d'alliance avec une ou plusieurs organisations syndicales. Et ce faisant, le patronat a pu et conserve encore aujourd'hui une importance capitale de décision et d'orientation du système, là où ça l'intéresse. C'est-à-dire en particulier dans les régimes complémentaires de retraite et de chômage. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est les têtes de pont de son fameux projet de refondation sociale, vous savez, des années 2000. L'Agirc-Arrco, d'une part, l'Unédic, d'autre part. Et j'allais vous dire, le régime général, moins. Pour quelle raison? C'est que le régime général, lui, a connu un autre mouvement. C'est un mouvement d'étatisation. C'est-à-dire qu'on a substitué l'impôt
à la cotisation sociale par le biais de la CSG, par le biais des exonérations, qui donnent lieu donc à compensation non plus budgétaire, mais en tout cas fiscale de l'État, etc. Donc la sécurité sociale aujourd'hui se trouve prise en tenaille entre d'un côté une influence de plus en plus caporalisante de l'État, par le biais d'un dispositif conventionnel que je ne vais pas décrire, etc., mais qui fait qu'aujourd'hui, la sécurité sociale est de moins en moins autonome et de plus en plus placée sous les fourches codines, on va dire, des décisions ministérielles, y compris quand elle s'est engagée sur certains nombres d'années, sur 4 ans, et qu'elle revient, alors que ça a été signé par les deux parties, etc., en cours de route. D'un côté, étatisation, donc du régime général, qui n'a plus vocation à n'être que le filet de sécurité à minima de la prise en charge des droits sociaux. Donc, fiscalisation, va de pair avec quoi? Avec, en particulier, la mise sous conditions de ressources des prestations sociales. C'est pour ça, petite parenthèse, que nous, à l'UFAL, on a certes reçu des lettres d'insultes très fortes, mais nous continuons, et je continue fondamentalement à défendre l'universalité intégrale, par exemple, des allocations familiales. Voilà, tout simplement parce que la sécurité sociale ne joue pas, à l'origine, un rôle redistributif. Redistributif, c'est-à-dire des plus riches vers les plus pauvres. La sécurité sociale, c'est un mode de socialisation horizontale, distributif. Et il y a des événements dans la vie dont on considère qu'ils doivent avoir la même signification que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Le fait d'être malade, le fait d'avoir des enfants, le fait d'être à la retraite. Quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Deuxièmement, le jour où l'on exclut les plus riches, qui n'auraient peut-être pas besoin de ces allocations familiales, du bénéfice de ces prestations sociales, qu'est-ce que l'on fait? On opère tout simplement une distanciation de plus en plus forte chez les classes moyennes aisées, par rapport à un système qu'ils financent et dont ils ne voient jamais la couleur. Et ce faisant, que crée-t-on? En mettant sous condition de ressources, en réduisant la prise en charge par le régime général qu'au gros risque ou à la prise en charge des prestations pour les plus pauvres, exemple la CMU complémentaire, l'on crée un dispositif qui aujourd'hui est d'une dangerosité sociale extrême. Et je terminerai là-dessus, et c'est là le principal apport de l'ouvrage. C'est que j'ai essayé de schématiser tout cela dans un graphique, alors que dans ma prochaine réédition que je vais affiner, que je vais rendre un petit peu plus rigoureux du point de vue de sa construction, mais sur le fond, il n'y a pas de danger. Il faut bien comprendre que là, le champ de la protection sociale et des revenus, c'est une superposition de dispositifs qui fait que un individu va toucher un revenu primaire, ce sera plutôt un revenu du travail, en fait, c'est ça que je vais modifier, un revenu du travail, va payer des impôts dessus, et va bénéficier aussi en contrepartie d'un revenu, le salaire, et tous les accessoires au salaire, qui vont être d'un côté les prestations de sécurité sociale, précisément, et éventuellement tout le champ de ce que Bernard Friot appelle la propriété lucrative, c'est-à-dire l'ensemble des opérateurs de distribution de ressources qui sont inscrits sur une logique capitalistique, de marché. Alors on y trouvera les mutuelles, qui, soit dit en passant, ne sont pas autre chose que des assureurs complémentaires de santé, pour ceux qui en douteraient, même si elles sont à but non lucratif. Tous les assureurs, toute l'assurance complémentaire, retraite, etc., les revenus du patrimoine, tous les loyers, par exemple, qu'on peut bénéficier sur la du patrimoine immobilier, qui sont aujourd'hui clairement des stratégies patrimoniales de contournement à la retraite, clairement, enfin, en tout cas de complément de retraite, à minima, et toutes les formes de rémunération capitalistique dont je vous ai parlé tout à l'heure, les stock options, les rémunérations sous forme d'actions, les plans d'épargne d'entreprise, etc. Donc ça, c'est la zone qui est verte. La zone centrale, et le socle bleu, c'est le champ de ce que j'appelle le droit social. C'est-à-dire le champ des revenus qui sont soumis aux principes
droit du travail et ou du droit de la sécurité sociale. C'est-à-dire l'ensemble des salaires, la rémunération du travail et des prestations de sécurité sociale qu'on pourrait percevoir tout au long de la vie. Donc là, l'idée, c'est qu'un individu, on va dire tout au long de sa vie, admettons qu'il touche ça en revenu du travail, on remonte jusqu'à la barre la plus élevée et il touchera un revenu secondaire qui sera de ça plus ou de moins ça en fonction de sa position. Et là, on y mettrait éventuellement l'intégralité de ce qu'il aurait pu percevoir tout au long d'une vie, assurance maternité, maladie, vieillesse, allocation familiale, etc. Comme on le voit, le champ du droit social a une forme particulière. C'est-à-dire que, en dessous d'un seuil, effectivement, on ne touche pas grand-chose. Ce seuil que j'appelle la règle d'affiliation, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir un emploi salarié. C'est vrai que si l'on n'a pas un emploi salarié, on n'ouvre par exemple pas de droit à retraite. Donc le champ, effectivement, du droit social est relativement limité en dessous de ce seuil. Même s'il y a eu des modalités, notamment d'universalisation, qui sont intervenues. Voilà, c'est notamment la CMU, qui s'appelle aujourd'hui PUMA, Protection universelle maladie. Mais c'est très récent, jusqu'à 1999, si vous ne pouviez pas cotiser, vous n'aviez pas droit à l'assurance maladie. Mais c'était logique. Je continue à le penser. Alors là-dessus, on pourrait avoir un débat. Voilà, moi, je défends fondamentalement le caractère assurantiel de l'assurance maladie et de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que la cotisation sociale, ça vous donne un droit. Alors ce droit, il n'est pas strictement personnel. On pourra aussi en discuter, etc. C'est un droit qui peut être élargi à d'autres catégories. Mais ça reste un droit. Et sans la cotisation sociale, il y a très longtemps que la sécurité sociale aurait été détruite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réformer un système dans lequel les individus cotisent. Donc, à qui a des droits par leur cotisation? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, c'est important. Voilà. Par la cotisation sociale, je ne suis pas dépendant d'une délibération que j'appelle politique extrinsèque. C'est-à-dire, je ne dépends pas d'une décision du Parlement qui dit « Tiens, je vais te donner un droit, tiens, je te retire ce droit ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez droit à la sécurité sociale parce que vous cotisez dans le cadre du travail. Et sans cet acte de cotisation, il y a bien longtemps qu'effectivement, il y a un certain nombre de réformes qui seraient passées très rapidement. Mais la contrepartie, c'est que dans une situation de chômage de masse, donc on a beaucoup d'individus qui se trouvent dénués de droits sociaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'emploi. Ça, c'est un vrai problème. Alors, il y a deux approches. La première qui dit, bon, on va baisser toutes les normes sociales, comme ça tout le monde ira dans l'emploi, ça n'augmentera pas davantage le droit social, je le dis au passage. Ou l'autre approche qui dit, il faudrait peut-être qu'on transforme peut-être les paradigmes de soutien à l'économie, mettre fin aux politiques d'austérité, mettre fin précisément à un libre-échange complètement débridé, et notamment une mise en concurrence entre travailleurs européens via des directives services, etc., qui peut-être serait la condition de base, sans même parler, je ne suis pas dans le salaire à vie, vous aurez bien compris, je suis dans des conditions, je dirais clairement aujourd'hui, d'acceptation du schéma capitaliste, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on est dans un rapport de force qui a tellement affaibli les capacités de résistance, je dirais, au pouvoir de prédation du capital, qu'aujourd'hui nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Et ça reste quand même une dimension politique. Enfin bref. Donc on a ce champ du droit social, qui est le champ de la sécurité sociale, c'est-à-dire des règles d'ordre public. C'est-à-dire des règles fondées sur la loi. C'est-à-dire une reconnaissance par l'employeur du temps individuel de l'individu. C'est-à-dire que quand le matin je vais au boulot, je mets mon temps individuel au profit du temps économique de mon employeur. Donc je lui donne quand même une grosse partie de ma vie. Il ne faut pas l'oublier. Et en contrepartie, l'employeur, et c'était ça le compromis fondamental de la sécurité sociale, et c'est en cela que j'appelle dans mon ouvrage la cotisation sociale et la sécurité sociale, l'intermédiation de la lutte des classes. C'est-à-dire par la sécurité sociale, l'employeur, on lui a arraché une chose, c'est qu'il est obligé de reconnaître le temps individuel du travailleur. On le lui a arraché. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a donné spontanément, gentiment. Ça a été arraché et acquis. Et c'est en ça que j'appelle ça une intermédiation. C'est-à-dire qu'on a pacifié le conflit salarial intrinsèque.
en contrepartie finalement de l'acceptation du schéma capitalistique, le capitalisme, mis sous pression clairement par un contexte international dans les années 50 et 60, il faut quand même aussi remettre ça dans le contexte, a accepté des concessions extrêmement lourdes en termes de reconnaissance des droits sociaux des travailleurs. Et ce vecteur, c'était quoi? C'était la cotisation sociale. En France, du moins. Et cette cotisation sociale a permis de donner des droits. Et personne, y compris l'Assemblée nationale, ne voulait dire « Monsieur, je vous retire votre droit à l'assurance maladie », tout simplement parce que vous avez cotisé et que ce droit-là, il est inaliénable. Il faut bien comprendre la puissance du dispositif qui a été inventé. Sachant qu'il n'y a pas eu une théorisation extraordinaire, c'est pensé comme ça. Croizat, lui, avait le sentiment quand même que c'était pas mal de garder la cotisation sociale parce que ça permettait d'éviter que la sécurité sociale devienne finalement une annexe du budget de l'État. Il avait ô combien raison. Eh oui, ô combien raison. Qu'a-t-on fait, comme je vous l'ai dit, depuis les années 90? On a eu de cesse de remettre en cause quoi? La cotisation sociale. Et en la remettant en cause, par quoi? Et en lui substituant quoi? L'impôt. En particulier la CSG et toute la kyrielle que je décris aussi dans l'ouvrage d'impôts et taxes affectés à la sécurité sociale, etc., etc. Ce faisant qu'on crée des dispositifs aujourd'hui complètement incroyables d'exonération de cotisation patronale dont l'effet sur l'emploi, aujourd'hui, il est démontré qu'ils sont extrêmement, extrêmement faibles. 600 000 emplois, j'ai vu ça dans une étude économétrique, 600 000 emplois seraient peut-être dépendants des 37 milliards d'euros. Au-delà de 1,3 SMIC, il n'y a aucun effet d'un abaissement du salaire. Aucun effet. Les exonérations Fillon vont jusqu'à 1,6, le pacte de responsabilité jusqu'à 3,5 sur la vendeuse. Donc il y a derrière tout cela un effet d'aubaine considérable, c'est-à-dire que des employeurs bénéficient davantage dont ils n'auraient pas eu besoin fondamentalement pour embaucher. Ça a été chiffré, c'est évalué. Bien comprendre tout cela. On peut discuter de l'abaissement du coût du travail pour les emplois faiblement qualifiés, etc. C'est déjà accepté une vraie concession idéologique par rapport au système, certes, mais on peut discuter dans un cadre programmatique et politique de court terme, se poser la question de savoir quel serait l'enjeu, etc. À moins qu'on envisage un autre paradigme de soutien à l'économie, qui serait basé peut-être davantage sur la fiscalité. Tiens, pourquoi pas? Sur les sociétés, sur la proposition qu'avait fait la France Insoumise, des choses très importantes, parce que j'ai aussi travaillé en URSSAF et c'est des choses que j'ai vues. L'accès à la trésorerie des entreprises, c'est ça leur problème au quotidien. C'est pas le coût de leurs salariés. Parce que généralement, quand ils embauchent, c'est qu'ils ont fait le calcul. Ces employeurs ne sont pas totalement débiles, y compris en dehors de Paris, pour être capables de savoir s'ils vont avoir les moyens ou non d'embaucher quelqu'un. Il faut le savoir. D'autant que les exonérations de cotisation patronale, je tiens à vous dire qu'elles créent quand même un aspect extraordinaire, un maquis législatif, mais d'une complexité mais kafkaïenne. Aujourd'hui, pour qu'un employeur, un petit employeur, je ne parle pas de la grande multinationale justement, d'un petit entrepreneur arrive à ne pas se planter dans le maquis législatif des exonérations, il faut vraiment qu'il soit extrêmement chanceux. Ou très bien conseillé, mais là il faut qu'il ait beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il paye des cabinets de consulting qui vont justement lui pointer les failles dans le dispositif. Et ça nourrit un marché extrêmement juteux de petits prédateurs, aujourd'hui de la dépense sociale, qui s'appellent les cabinets d'optimisation en particulier. Je vais faire aussi cette parenthèse, mais c'est des choses que vous pourrez toujours asséner à un entrepreneur qui vous expliquera qu'il coule sous les charges. Donc on l'a bien vu, effectivement, ce dispositif de mise à plat de la cotisation sociale et de substitution de l'impôt. Quand on substitue l'impôt à la cotisation sociale, que fait-on? Déjà, l'impôt, lui, n'ouvre pas de droit. Donc, monsieur, avec votre CSG, vous n'ouvrez pas un seul droit à retraite, par exemple. Il faut le savoir. Ça va financer l'assurance maladie, des allocations familiales, etc. Précisément, les pans de la sécurité sociale considérés injustement par les réformateurs comme des dépenses de sécurité sociale à vocation universelle. Donc il faudrait déconnecter de la cotisation sociale. Assurance maladie, prestation en nature du moins,
les allocations familiales en particulier, qui elles aujourd'hui sont quasiment intégralement financées par l'impôt. Et on lui substitue un dispositif, donc, à ce financement-là fiscal va s'ajouter, plus exactement, une transformation radicale de la philosophie même des prestations sociales. Et là, c'est là qu'apparaissent toutes les prestations sous conditions de ressources, qui sont liées non plus à une couverture sociale égalitaire, mais à la reconnaissance, ni plus ni moins, de votre statut d'indigent, de pauvre ou d'assisté. Quand on finance par l'impôt la protection sociale, la conséquence immédiate, mais il faut, alors là, lisez, vraiment, reprenez toute l'histoire des réformes de la sécurité sociale, c'est toujours comme ça. On introduit la CSG maladie, on crée la CMU complémentaire. La CMU complémentaire qui est un dispositif sous condition de ressources. On introduit massivement l'impôt dans les allocations familiales, on transforme les allocations familiales en un auxiliaire de lutte contre la pauvreté. La branche famille aujourd'hui est devenue un lieu d'auxiliaire de lutte contre la pauvreté. L'impôt n'a pour vocation qu'à inscrire la sécurité sociale dans une logique redistributive vers les plus pauvres. Ce faisant, on casse complètement la cohésion sociale au sein du pays. Parce que vous allez dire, oui, mais moi je cotise moi, quand même pour les allocations familiales. C'est vrai, parce qu'il reste encore la cotisation. Comme ça se fait que moi j'y ai pas droit. Ou j'ai de moins en moins droit. Et donc c'est là qu'on voit les gens arriver de plus en plus dans la zone rouge. Vous voyez cette zone du champ de l'assistance financée par l'impôt. Alors il y a l'assistance et les prestations universelles là-dessus. Le schéma est sa construction, et ça semble simple comme ça, mais sa construction est complexe. Il y a vraiment des règles très différentes, etc. C'est pour ça que c'est quand même un moyen de globalisation. Donc nous arrivons au champ de l'assistance. Donc là, on y retrouvera quoi dans le champ de l'assistance? Tout le continuum des prestations visant à lutter contre la pauvreté. RSA, CMU complémentaire, aide au logement sous conditions de ressources, etc., etc. Pour ceux qui ont un gros revenu, pas de souci. Il y a les prestations du droit social qui continuent à exister, malgré tout. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas non plus noircir complètement le tableau. Puis surtout, il y a le champ de la propriété lucrative. Alors là, par contre, vous voyez que la forme est complètement exponentielle. Plus vous avez de revenus à la base, plus ça vous rapporte. Voilà l'enjeu. Tandis que le droit social, comme vous le voyez, je passe un moment, il y a un plafond, donc ça ne progresse plus très vite. Vous savez qu'on ne touche plus de prestations d'assurance vieillesse au-delà du plafond, etc. Mais là, ce qui est vraiment très important, et je terminerai là-dessus, vous voyez cette zone de décrochement entre les deux, entre le champ du droit social, si vous voulez, et les règles d'affiliation à la sécurité sociale. Cette zone de décrochement, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'entre-deux social. C'est les personnes qui sont trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres. Ce sont celles qui ont des ressources, on va dire, épisodiques, intermittentes, du travail, mais pas suffisamment pour pouvoir ouvrir des véritables droits à la sécurité sociale, notamment ouvrir des droits à retraite, etc. On trouvera aussi toute la horde, on va dire, des ubérisés, compagnie, etc. Voilà. Et ce sont des personnes qui se trouvent dans une situation où, en reprenant leur activité salariée, leur amène à finalement perdre le bénéfice de l'aide sociale et des prestations des minima sociaux sans pouvoir bénéficier pour autant du droit social. Ça s'appelle, dans le langage techno, les trappes à pauvreté. Ça s'appelle aussi les effets de seuil, qui sont très discutés, mais il n'en demeure pas moins qu'ils existent, ou au moins ils existent dans l'inconscient collectif. Et cette trappe-là, la pauvreté, je vais terminer d'une manière très provocatrice, c'est là qu'on trouve une grande partie de l'électorat Front National. C'est là qu'on trouve une grande partie de ces personnes qui considèrent qu'en reprenant le travail, ils touchent beaucoup moins que le feignant qui ne fait rien chez lui et qui bénéficie du RSA sans rien faire et qui fraude au demeurant. C'est dans cette zone-là que se cristallise, si vous voulez, toute la... Je ne vais pas utiliser le terme de haine, mais en tout cas toute la rancœur, oui, ça serait plutôt la rancœur sociale à l'endroit des assistés. C'est ici que ça se joue. C'est là qu'on trouve les travailleurs pauvres. À qui d'ailleurs, accessoirement, on fait subir, voilà,
un autre aspect, et ça c'est l'enjeu des réformes de la sécurité sociale, c'est que ce trou, hein, cet entre-deux social, les pouvoirs publics y ont pensé chez eux. Et ont pensé à inventer des dispositifs visant à faire quoi? Des mécanismes de lissage et d'activation des dépenses sociales. C'est quoi ça? Le lissage, est-ce que vous connaissez l'ACS, l'aide à la complémentaire santé? Quand vous êtes juste au-dessus de la CMU, plus rien, vous n'avez plus le droit à une complémentaire gratuite. Donc on va vous donner une subvention pour pouvoir bénéficier d'un bon d'achat. Hein, c'est vraiment ça, dans la complémentaire santé de votre choix. Taux de non-recours au droit de l'aide à la complémentaire santé, 70%. Sachez-le. Je le dis autrement, 70% des personnes qui pourraient bénéficier de l'aide à la complémentaire santé n'en font pas la demande. Le non-recours au droit en France, c'est quelque chose, c'est une réalité absolument dramatique. Mais plus grave, les personnes qui bénéficient du RSA sont inscrites dans un cadre de culpabilisation permanent à la reprise d'une activité salariée. Cette culpabilisation s'inscrit sous le vocable de ce que l'on appelle l'activation des dépenses. Alors là, par contre, la littérature néolibérale est intarissable sur le sujet. On a connu dans les pays anglo-saxons le workfare, pour certains ça parle peut-être, contraction de work, de welfare. Pour bénéficier d'alimentation, vous allez travailler à 150 km, effectivement, gratuitement. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans un certain nombre d'États. C'est le travail forcé en contrepartie du versement des aides. Voilà. Alors ça a été tenté en France, il y a eu un RMA, fut un temps, vous avez rappelé, revenu minimum d'activité, où le bénéficiaire du RMI pouvait perdre son RMI s'il n'acceptait pas son emploi. Un emploi payé à un demi-SMIC, subventionné pratiquement à 100%. On a tenté d'autres méthodes. On a tenté le RSA activité, qui est devenu la prime d'activité, etc. C'est-à-dire qui est progressif avec le revenu. C'est-à-dire que plus vous travaillez, plus vous bénéficiez d'une aide, donc ça redevient dégressif. Histoire de dire, acceptez, messieurs les pauvres, de rentrer dans l'emploi par tous les moyens et dans toutes les conditions. Tous ces dispositifs aujourd'hui visant à faire du chômeur et du pauvre le coupable de ces mauvais choix, de ces mauvaises stratégies biographiques, est absolument insupportable. C'est le cœur, vraiment le moteur de la réforme néolibérale du marché du travail, qui est le pendant de la réforme de la sécurité sociale, et qui s'inscrit fondamentalement sur le même schéma. C'est-à-dire qu'on abaisse, premier temps, de là ce que j'appelle le mouvement réformateur, on abaisse le champ du droit social, on réduit un certain nombre de prestations sociales, on a réduit un certain nombre de droits liés au droit social des travailleurs. On baisse donc la frontière. Deuxièmement, le champ de l'assistance est appelé à jouer ce rôle de filet de sécurité pour les plus pauvres. Le safety net dans la littérature anglo-saxonne. Parce que le filet de sécurité est très important. On ne laissera jamais les pauvres sans rien. Parce que les dommages collatéraux sur l'ensemble de la société pourraient être beaucoup trop violents. Et on le sait très bien. Comme on ne laissera personne aujourd'hui sans bénéficier d'un minimum de couverture maladie, tout simplement parce que quand ça a été le cas dans les années 90, il y avait des épidémies de tuberculose, je dirais en Seine-Saint-Denis, qui d'ailleurs sont toujours là, mais qui menaçaient à peu près tout Paris. Pour ceux qui disent on va mettre fin à l'AME, à l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, Troisièmement, on appelle effectivement le champ de la propriété lucrative à se positionner sur les plans rentables pour les plus riches qui sont laissés, je dirais, pour compte du droit social. C'est là la baisse des prestations d'assurance maladie va se traduire bien évidemment par le positionnement des complémentaires mutuelles, etc. La baisse de la retraite par répartition obligatoire va se traduire par le développement continu de tous les dispositifs d'aide, de plan d'épargne retraite complémentaire, tout le dispositif par capitalisation, etc. ou les stratégies patrimoniales. Aujourd'hui, le logement en France joue le même rôle que les régimes de retraite par capitalisation outre-Rhin.
D'où l'explosion de notre patrimoine, enfin du coût du patrimoine immobilier dans notre pays, principalement dans les zones urbaines. Hein, c'est aussi lié, hein, la politique sociale urbaine. Et enfin, nouvelle chose, là c'est récent, c'est les contributions directes des ménages. Vous savez, c'est le fameux euro forfaitaire, quand vous allez chez le médecin. Remboursable ni par la Sécu, ni par les complémentaires. Complémentaires à qui on demande maintenant, clairement, de se discipliner et d'entrer dans des stratégies concertées de prise en charge des soins. On leur donne vraiment un rôle institutionnel. Et le point 4, c'est dans l'entre-deux social, c'est des mécanismes de lissage visant à permettre de passer de l'assistance vers la propriété lucrative sans passer par la case droit social. Voilà l'enjeu. Et c'est dans cette zone-là, comme je vous l'ai dit, que se nourrissent aujourd'hui le vrai champ, le vrai pan, où il faut qu'on soit en capacité collective de mener une éducation populaire, de l'éducation populaire. Parce que c'est dans cette zone-là, qui n'ont pas perçu la potentialité protectrice du droit du travail, la dimension fondamentalement protectrice pour l'ensemble du droit social, qu'aujourd'hui se nourrissent vraiment l'ensemble du discours, je dirais, nauséabond, hein, de cette période de crise que Gramsci décrivait comme cet interrègne où apparaissent les phénomènes morbides les plus nauséabonds. Hein. Nous vivons une crise. C'est effectivement une crise aujourd'hui du politique, une crise du social, etc. Mais aujourd'hui, il faut arriver à comprendre que nous avons, grâce à la sécurité sociale, les potentialités, la possibilité réelle de pouvoir reconquérir, je dirais, un bien collectif, un bien commun inaliénable. Comme je l'ai dit, elle est puissante, cette sécurité sociale. Après, son évolution n'est que le fruit de décisions politiques qui ont été voulues et qui n'ont pas d'ailleurs de rationalité économique, comme j'ai pu vous le montrer préalablement. Il s'agit simplement d'un choix qui est fait par des personnes qui attendent une seule chose, c'est de pouvoir libérer les quelques centaines de milliards d'euros extrêmement juteux de la sécurité sociale pour le jeter en pâture, précisément, d'un marché extrêmement rentable des complémentaires santé. Voilà ce que j'ai essayé un petit peu de décrire dans cet ouvrage. J'étais beaucoup plus long que je l'avais souhaité, mais bon, malheureusement, c'est un peu mon travers, donc maintenant, je vous laisse effectivement m'interpeller sur des choses qui vous ont intéressé. Voilà.